Bonjour Joris. Bonjour. Eh ben, écoute, tu as la parole pour une trentaine de minutes. Joris Galland est interniste, on est, nombreux et je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Il est, très féru de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle. Il a gentiment, accepté à la demande de Ludovic de venir vous faire une présentation sur l'intelligence artificielle et la médecine. Que doit-on en attendre? Doit-on en avoir peur ou au contraire, doit-on attendre plein de belles choses de cette intelligence artificielle? Joris, je te laisse partager ta présentation. Donc, vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je suis interniste sur le siège de Bourg-en-Bresse. Je suis ancien chef de clinique sur la PHP. J'en avais marre, je suis parti à la campagne. Par contre, j'ai gardé mon activité au sein du Digital Medical Hub, qui est en fait un centre d'expertise des nouvelles technologies. Donc, voilà, c'est un peu un centre expert des robots en médecine, des intelligences artificielles. On est un peu des bêta-testeurs. Et c'est un peu grâce à ODMH que j'ai pu travailler un peu dans l'intelligence artificielle. Alors, je suis plus, moi, je me qualifierais plus de philosophe de l'intelligence artificielle, car d'avoir travaillé un peu dedans, ça m'a permis de voir un petit peu l'avenir de l'intelligence artificielle dans la médecine. Alors, en fait, on va faire ça en trois parties. Alors, la première partie, on va un peu définir l'intelligence artificielle parce que certains d'entre vous ne savent pas trop ce que c'est. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et je vais essayer vraiment, sur les 20 minutes, de faire plus la partie 2, la partie 3, voir un petit peu les espoirs et les craintes en médecine. Et dans la troisième partie, quel est l'avenir intelligence artificielle et médecin. Alors j'aime bien commencer par cette citation, parce que j'adore les livres de Yuval Noah Harari. En fait, c'est un peu un avertissement, moi, que je lance à tous les médecins. C'est vraiment la disruption technologique. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, l'intelligence artificielle, c'est dans 20 ans, c'est pas tout de suite. En fait, si on les utilise déjà et si on est mal informé, si on est mal préparé à l'arrivée des IA, je veux dire IA plutôt qu'intelligence artificielle, l'arrivée des IA, ça risque de modifier un petit peu notre quotidien et il faut qu'on soit préparé à tout ça. Donc dans l'historique, il faut savoir que en fait, intelligence artificielle, ça ramène à la notion d'algorithme. Les algorithmes, en fait, c'est quelque chose en fait, de totalement anodin puisque ça n'a pas vraiment un rapport avec l'informatique. C'est au 9e siècle. L'algorithme, c'était plutôt des notions mathématiques. C'était une suite finie d'opérations ou d'instructions qui permettaient, à l'aide d'entrée, de résoudre un problème, c'est-à-dire une sortie. Donc, en gros, quand vous faites un gâteau, c'est un algorithme. En fait, une recette de cuisine est un algorithme. On commence avec des entrées, ce sont des ingrédients pour résoudre un problème qui est la recette de cuisine et avoir une sortie, un gâteau. L'algorithme informatique, ça naît en 1936 avec la machine de Turing. Et il faut savoir qu'aussi, un des piliers de l'intelligence artificielle, c'est la puissance informatique, avec en 1965 la loi empirique de Moore qui disait que les transistors des puces informatiques allaient doubler leur capacité, leur puissance, toutes les 18 mois avec un prix constant. Donc ça, c'est quelque chose à bien avoir en tête. Ensuite, pour faire tourner une intelligence artificielle, il y a la notion de neurone artificielle. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, on ramène aussi à l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine, elle est en rapport avec nos neurones. Donc en fait, on a un peu copié les neurones biologiques pour créer des neurones artificiels. Alors après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que ces neurones artificiels, ils sont présents dans des puces informatiques. Dans les années 1957, arrivaient les premiers neurones artificiels qui étaient monocouches, qui permettaient d'avoir des puissances de calcul vraiment peu puissants, avec un premier algorithme qui permettait en fait de faire du machine learning. C'est-à-dire que ces neurones, ils permettent littéralement à la machine, à l'ordinateur, d'apprendre. Et actuellement, donc, on est sur des neurones artificiels multicouches, c'est-à-dire qu'on obtient un degré de complexité de plus en plus puissant qui permet à la machine d'apprendre sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que quand on montre une image à un ordinateur, si on était juste en unicouche, il regarderait juste l'image comme ça, grossièrement, alors que le multicouche permet d'avoir plusieurs degrés de saturation, plusieurs degrés de contraste, plusieurs degrés de complexité sur une image, donc une analyse de plus en plus technique. C'est ce qui a permis donc
en rassemblant tous ces éléments, la puissance informatique, les neurones artificiels, d'avoir le premier exemple en 1996, puisque c'est IBM qui a frappé pour la première fois avec Deep Blue, qui était une intelligence artificielle qui permettait de jouer aux échecs et qui a mis littéralement une branlée monumentale à Garry Kasparov, qui était le champion du monde, qui a dû vraiment s'étaler sur... alors, il a gagné un jeu sur les 5. Et l'intelligence artificielle est de plus en plus complexe. On pensait que le jeu de Go, qui est un jeu très complexe avec un nombre pratiquement illimité de combinaisons, serait impossible à faire apprendre à un ordinateur. Eh bien, c'est faux. De nos jours, on a AlphaGo. Alors, c'est une IA de Google. Et maintenant, AlphaGo 0, qui, pareil, a réussi à battre l'homme très facilement. Alors, pour faire le lien maintenant avec la médecine, on va déjà voir un petit peu le rationnel avec l'intelligence humaine. Alors, ça, c'est une diapo qui qui n'intéresse que moi. C'est que je me suis dit, l'intelligence humaine, c'est quoi? Bah, c'est des connaissances et des compétences qu'on acquiert tout au long de notre vie. C'est des neurones dans notre cerveau et c'est surtout une formidable alchimie entre les synapses dont le développement a pris des milliers et des milliers d'années. C'est ce que les anthropologues appellent l'ascension de l'homme. C'est vraiment le lobe frontal qui a permis à l'homme d'être aussi intelligent comme on le dit. L'intelligence artificielle, c'est 3 ingrédients et vous voyez qu'en fait, ils ressemblent énormément aux ingrédients de l'intelligence humaine. C'est des connaissances, c'est ce qu'on appelle les big data, très importantes. Il y a les neurones artificiels donc, qui sont multicouches maintenant et c'est surtout une puissance de calcul monumentale avec la loi de Moore qui fait que tous les 18 mois, je vous le rappelle, la puissance informatique s'améliore. Et donc, de nos jours, on a cette capacité de faire apprendre aux machines. Voilà, donc maintenant, on a un algorithme, une entrée dans le cerveau humain, une sortie. Et on est capable de faire exactement la même chose avec une intelligence artificielle, c'est-à-dire sans l'aide de l'homme ou pratiquement sans aide de l'homme. Là, vous voyez l'image d'un chaton. Donc ça, c'est très bien, il est mignon. En fait, ce chaton, pourquoi je vous le montre? C'est pour vous faire le parallèle entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Un humain, quand on est bébé, on montre la photo d'un chaton, il voit 3 photos de chaton et il saura que c'est un chaton. L'IA, elle, c'est un peu autre chose. Il faut lui montrer des images, mais au bout de 3 chatons, il ne saura pas distinguer un chaton d'un lémurien, d'un chien. On est obligé de lui montrer des milliers et des milliers de photos pour qu'il puisse apprendre et créer lui-même son algorithme qui va lui permettre de reconnaître les chatons. Mais tout ça, c'est possible. Et donc, on en revient aux 3 ingrédients. S'il y a vraiment une seule chose à connaître de la définition de l'intelligence artificielle, c'est ces 3 ingrédients. C'est les big data, c'est les réseaux de neurones artificiels et les puissances de calcul. Et cette histoire de big data, on va le revoir un petit peu après. Donc, il faut des milliers de données. Et actuellement, ces milliers de données, soit elles sont dans des bases de données des hôpitaux, c'est en train de se faire. Il y a le Health Data Hub en France qui est en train de monter ces entrepôts de données, ou alors, malheureusement, ce sont les grosses entreprises type GAFAMI, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Intel, ou les BATI chinoises avec Baidu, Tencent, Xiaomi, Alibaba, etc. Les réseaux de neurones artificiels, je vous en ai parlé, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Et le dernier, je vous rappelle, la puissance de calcul, avec ce graphique qui est quand même assez monumental. Vous voyez qu'en 1970, une puce informatique comprenait à peu près 1000 transistors et actuellement, on en est à plus de 10 milliards. Donc la puissance de calcul est monumentale et on pense que, en fait, ces microprocesseurs auront au bout d'un moment des limites, c'est-à-dire que quand on grave des transistors, on ne pourra pas aller en dessous de la puissance de l'atome. Donc la loi de Moore, elle devrait s'effondrer, mais l'arrivée des ordinateurs quantiques devrait relancer la loi de Moore et améliorer les intelligences artificielles, mais pour le moment, les ordinateurs quantiques sont vraiment au stade de recherche. Donc voilà, si on fait un petit résumé, l'IA, elle est capable de faire son algorithme tout seul, sans l'aide de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle la boîte noire de l'IA. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui est incompréhensible pour l'homme, c'est vraiment du langage informatique, et n'importe quel informaticien, si on lui montre cet algorithme, il sera incapable de le décrypter.
Et du coup, cette boîte noire, bah, comme on ne peut pas l'interpréter, justement, ça génère de la peur, ça génère des complots. Donc, l'intelligence artificielle, beaucoup de gens en parlent comme une théorie un peu complotiste. Il faut savoir que les fausses théories sur Internet, elles se diffusent 3 fois plus rapidement que des vraies théories. Donc, il y a beaucoup d'idées fausses sur l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on va voir ensemble par la suite. Alors, je fais un petit peu le parallèle avec les différentes révolutions industrielles. On dit que l'IA, c'est la 4e révolution industrielle, sachant que la première, c'était la mécanisation, la deuxième, c'était l'arrivée de l'électricité, la troisième, c'était l'arrivée de l'électronique, et donc la 4e, c'est l'IA. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu une révolution industrielle, par exemple pour la première, l'arrivée des machines, il y avait une peur de l'homme d'être remplacé par la machine, il y avait une peur de la perte d'emploi et il y avait une peur d'augmentation du chômage. Pour l'intelligence artificielle, c'est exactement pareil. Et en fait, il faut savoir que l'intelligence artificielle, alors là je spoil un petit peu, mais moi mon avis personnel, c'est qu'elle ne remplacera pas l'homme, mais elle va profondément changer notre métier et notre manière de pratiquer la profession de médecin. En fait, en réalité, il y a ce qu'on appelle le sophisme de la quantité fixe de travail, c'est-à-dire que quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, bah, ça ne va pas créer plus de chômage, au contraire, ça va créer de nouveaux métiers, parce qu'il va y avoir une diminution des coûts de fabrication, il va y avoir plus de demandes, il va y avoir une augmentation des salaires qui va augmenter les investissements, et donc ça va créer des nouveaux métiers. Vous voyez, par exemple, en 1990, être justement data scientist, ça n'existait pas. Donc l'intelligence artificielle va créer de nouveaux métiers. Donc en somme, vous voyez que l'intelligence humaine, elle est intelligente. L'intelligence artificielle, c'est Laurent Alexandre qui le dit, elle est pour le moment inintelligente. C'est juste une machine qui apprend et qui pond des algorithmes. Donc elle a une bonne mémoire, elle a peut-être un petit peu de raisonnement, mais derrière, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'interaction sociale, il n'y a pas d'adaptation, etc. Il faut savoir, dernière définition, qu'actuellement, ce sont des IA faibles, c'est-à-dire que tous les algorithmes qu'on crée, ces IA, elles sont monotâches. Elles savent faire qu'une seule chose, c'est-à-dire qu'en médecine, une IA qui sait lire les radiographies pulmonaires et les interpréter, si on lui donne un ASP, elle sera incapable de les interpréter. Elle est monotâche. Et encore moins, on ne pourra pas lui demander de faire des diagnostics, je ne sais pas, de cancer de la prostate ou d'autres choses. Les IA fortes, elles, je vous ai mis là des images K2000 ou les robots de Star Wars, c'est ce qu'on appelle de la conscience artificielle, c'est-à-dire des IA qui vont être pluritâches et qui vont être dotées de conscience. Ça, pour le moment, ça n'existe pas, même si Elon Musk dit que ça va exister d'ici 20 ans. En fait, on n'en a strictement aucune idée parce que le deep learning que je vous ai montré, donc les neurones multicouches, les big data et la puissance informatique, on ne sait pas si ce deep learning sera la technologie capable d'avoir des intelligences artificielles fortes. Des faibles, oui, mais des fortes, on ne sait pas. Donc, je vous rassure, pour le moment, pas d'IA forte en vue. Et justement, donc, on en arrive à l'espoir que peuvent amener les intelligences artificielles en médecine. Alors, il faut savoir que nous, actuellement, on fait plutôt de la médecine de réparation puisqu'on a des patients qui sont malades. Et grâce aux intelligences artificielles, peut-être qu'on aura une augmentation de la médecine d'augmentation, c'est-à-dire des personnes qui ne seront plus malades et qui souhaiteront être en meilleure santé. En tout cas, pour ceux qui sont malades, on va faire de plus en plus de la médecine des 4 P, c'est-à-dire de la médecine préventive, de la médecine qui sera de plus en plus personnalisée à la personne, participative et prédictive. Et donc, ces IA en médecine, elles explosent. Pourquoi? Parce qu'il y a une explosion des big data, on a une informatisation de nos données de santé. Par quoi? Par la M-santé, l'Internet des objets, la télémédecine et la génétique. Je vais le détailler point par point dans les diapos suivantes. La M-Santé. La M-Santé, en fait, c'est tout ce qui est généré, toutes les données de santé qui sont générées via des appareils mobiles. Alors, il faut savoir qu'un Français, il passe en moyenne 2 heures par jour sur son smartphone, c'est qu'une moyenne. Là, c'est vraiment beaucoup plus. Et actuellement, il y a plus de 300 000 applications mobiles. Et grâce à ça, on va générer des données de santé, grâce par exemple aux montres connectées. Il y a une place grandissante des réseaux sociaux qui sont généralement utilisés sur les smartphones également. Il faut savoir qu'il y a une étude qui avait été réalisée aux États-Unis où il y avait 80% des Américains entre 18 et 24 ans qui disaient être prêts à échanger leurs informations médicales sur les réseaux sociaux. Et 50% des Américains le faisaient déjà. Alors cette étude elle était en 2013. Donc vous voyez, depuis, ça a dû évoluer.
actuellement sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc. Donc il y a des gens qui partagent déjà leurs données de santé, ils ne sont pas anonymisés, et peut-être que vous le savez déjà, mais il y a des réseaux sociaux qui sont spécialisés dans la santé, comme Patient Like Me ou Apple Health Kit, où vous pouvez déjà partager vos données de santé, mais avec bien sûr l'anonymat. Et ces données qu'on partage, eh ben, elles nourrissent des algorithmes d'intelligence artificielle. Je vous ai donné par exemple MoveCare, peut-être que vous connaissez déjà. MoveCare est un algorithme qui permet, dans le suivi de patients cancéreux, en fonction des symptômes d'un patient qui est en ambulatoire, de savoir si ces symptômes sont sérieux ou pas. L'algorithme est capable de prédire le risque de rechute d'un cancer et de prévenir l'oncologue. Un autre algorithme, Diaby Live, qui est un algorithme qui s'est nourri de big data sur des glycémies et des doses d'insuline et qui est capable, une fois qu'elle est couplée, alors soit à un humain tout simple qui fait ses glycémies capillaires ou alors à un pancréas artificiel, de calculer les bonnes doses d'insuline à injecter chez les patients diabétiques en fonction, parce qu'elle leur a appris derrière, en fonction de la glycémie du patient, quelle dose est la meilleure pour équilibrer les glycémies des patients. Ensuite, je vous ai parlé donc l'explosion des big data grâce aux objets connectés. Bien oui, il y a de plus en plus d'objets connectés, que ce soit les téléphones portables, mais également les montres connectées. Et la plupart des montres connectées, justement, elles sont connectées au GAFAMI ou au BATX, et très peu aux serveurs des hôpitaux ou des serveurs de santé des gouvernements. Pour vous donner un exemple, donc la plus connue en haut à gauche, c'est l'Apple Watch, qui est capable de faire des électrocardiogrammes et qui est même capable sur les dernières versions de les interpréter. Donc tout ça, pareil, c'est une intelligence artificielle qui a été nourrie avec des millions et des millions de CG, qui est capable de détecter la fibrillation auriculaire ou d'autres troubles du rythme. Au milieu, je vous ai mis une montre qui est une montre connectée qui est capable de prendre les glycémies, voilà, et qui est capable également, grâce à son algorithme, de dire au patient quelle dose d'insuline il faut faire. Et tout à droite, je vous ai mis en fait, alors ça va vous faire rigoler, mais moi j'aime bien, c'est un soutien-gorge connecté. Alors voilà, ce soutien-gorge connecté, il a un algorithme qui permet, grâce à la température des seins des femmes, de détecter les cancers du sein. Et apparemment, ça marche super bien. Alors, il n'est pas utilisé en routine comme ça chez toutes les femmes, mais plutôt chez des femmes qui sont à risque de rechute de cancer du sein. Voilà, je suppose qu'on n'a pas dû être opéré de mastectomie totale. Autre générateur de big data, la télémédecine. Alors là, je vous ai donné un exemple vraiment à l'extrême, c'est en Chine. Alors, les Chinois, c'est les plus grands pourvoyeurs de big data et d'intelligence artificielle. Et eux, ils ont carrément des cabines de télémédecine où les patients viennent, ils discutent avec un algorithme en donnant tous leurs symptômes, c'est ce qu'on appelle les symptômes checkers. Et le symptôme checker est capable sans vraiment examiner le patient, c'est juste de l'interrogatoire, il est capable de donner un diagnostic. Et une fois que le patient a fini, il sort de sa petite cabine, il va sur celle d'à côté et ça lui donne le médicament. Et si jamais le médicament n'est pas dans le distributeur, eh ben, ils ont un service d'envoi postal qui leur envoie directement à domicile le médicament. Voilà, donc la télémédecine, ça va être un générateur aussi de données de santé parce qu'on informatise directement les données de santé pour pouvoir les faire interpréter par des algorithmes. Un des exemples, c'est IDXDR. Il faut savoir que c'est un appareil qui est doté d'un algorithme et c'est le premier appareil algorithmique qui a reçu, si vous voulez, l'autorisation de mise sur le marché sans l'aide de l'homme derrière, sans contrôle de l'homme. En fait, il est utilisé aux États-Unis dans les déserts médicaux où il n'y a pas d'ophtalmologue. Et en fait, cet appareil, il est capable de faire des fonds d'œil et de les interpréter et d'interpréter les rétinopathies diabétiques. Alors, comme il est monotâche, il sait faire que les rétinopathies diabétiques, mais il est bien sûr, en termes d'interprétation d'image, il est meilleur que l'homme. C'était prouvé sur des études. Et derrière, une fois que la machine diagnostique une rétinopathie diabétique, il n'y a pas besoin de contrôle de l'ophtalmologue. S'il vous dit qu'il n'y en a pas, vous rentrez chez vous. Si par contre, il vous dit qu'il y a une rétinopathie diabétique, là par contre, il vous oriente vers un ophtalmo pour vous faire traiter.
Enfin, le grand générateur de big data, bah, ça va être la génétique. Alors, vous savez tous que maintenant, on va avoir une montée en puissance des séquençages génomiques grâce à la NGS. Il faut savoir qu'en 1990, les scientifiques pensaient qu'on ne pourrait jamais séquencer tout le génome humain ou alors qu'il faudrait des milliers d'années. Et en fait, maintenant, on est capable, sur une petite puce de NGS, de séquencer tout un génome entier en seulement 4 heures. Le problème, c'est que qui est-ce qui va interpréter tout ça? Ces milliers, ces millions de gènes, euh, aucun humain n'est capable de l'interpréter. Donc, ça va être les machines qui vont devoir les interpréter. Et donc, indéniablement, c'est les intelligences artificielles qui vont prendre le pas sur l'homme pour interpréter les données génétiques. Donc, un des exemples concrets actuellement des IA utilisées en médecine, vous l'avez sans doute dans vos centres hospitaliers, c'est l'imagerie. En fait, l'intelligence artificielle actuellement, c'est un excellent analyseur d'images. Pourquoi? Parce que les IA, elles interprètent les images pixel par pixel et elles ont surtout un nuancier qui est bien meilleur que l'œil humain. Il faut savoir que sur une radio standard, un œil humain ne voit qu'une dizaine de nuances de gris, alors qu'une intelligence artificielle est capable d'en voir des milliers. Donc, en termes d'analyse d'image, l'intelligence artificielle est bien plus fine et bien meilleure que l'homme. Et beaucoup d'études ont montré une amélioration des interprétations d'images homme versus IA. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'on accroît justement les bons diagnostics en complémentarité, c'est-à-dire une IA qui analyse et ensuite un humain qui va vérifier derrière. Et là, en termes de sensibilité et de spécificité, on est pratiquement proche du 100%. Donc, c'est un outil qui donne de l'espoir pour l'interprétation des images. Je vous ai dit, donc, comme c'est un bon analyseur d'images, on l'utilise aussi en anapath et en dermatologie, avec cette étude où 58 dermatologues très réputés, c'était tous des professeurs universitaires, se sont collés face à une IA d'interprétation, enfin de diagnostic de mélanome. En fait, on a donné des images soit de grains de beauté, soit de mélanome. Et les professeurs ont eu 87% de taux de bonnes réponses. L'intelligence artificielle, elle, était à 95%. Donc, en fait, elle a été meilleure que 58 professeurs en dermatologie. Donc, indéniablement, les intelligences artificielles savent très bien interpréter les images, mais 95%, c'est-à-dire qu'il y a eu comme 5% de loupés. C'est pour ça qu'il y a une complémentarité homme et machine. Autre intelligence artificielle, juste grâce à une image, je vous ai mis Bina. Bina, en fait, vous filmez une personne et vous avez tous les paramètres vitaux. Ça peut paraître bluffant comme ça, mais c'est des algorithmes qui utilisent des données qui ne sont pas possibles pour l'œil. C'est-à-dire, juste avec une caméra, elle va utiliser plusieurs filtres pour avoir la température corporelle, la tension, la saturation. Et donc, actuellement, cette intelligence artificielle qui est née d'un algorithme israélien est capable, juste avec une caméra d'un smartphone, de donner tous les paramètres vitaux. C'est complètement bluffant. Voilà. Ensuite, il y a quand même des craintes. Je vous ai dit, il y a la boîte noire de l'IA, il y a des choses qui sont incompréhensibles pour l'homme. Donc, est-ce que l'algorithme, s'il marche bien dans 95% des cas, dans les 5% restants, est-ce qu'il n'est pas capable de tuer quelqu'un? Donc, il y a un peu ce côté où on reste réfractaire, et ce qui est normal dans notre métier, de ne pas comprendre comment fonctionne la machine. Ensuite, les craintes, c'est la risque de suprématie des GAFAMI et des BATX, parce que c'est les gros générateurs de big data. Il y a aussi les biais algorithmiques, on va le voir après, et il y a l'arrivée des intelligences artificielles fortes. Ne vous inquiétez pas, je vais être dans le timing, il ne reste plus beaucoup. Donc, je vous parlais des GAFAMI. Le problème, c'est que actuellement, si on veut créer des IA, des IA pas fortes, mais des bonnes IA capables de nous aider en pratique, il nous faut beaucoup, beaucoup de big data. Et actuellement, bien qu'on crée des entrepôts de données, c'est le cas de l'APHP et du Health Data Hub en France, et il y a d'autres pays dans le monde qui font des gros entrepôts de données de santé. Actuellement, ceux qui ont les plus gros entrepôts de données de santé, malheureusement, ce sont les grosses multinationales comme Google, comme IBM, comme Amazon. Et donc, ils ont un peu une longueur d'avance pour générer des algorithmes.
Ensuite, alors là, je vous ai mis Google. Google, c'est un exemple. Google, grâce à ses IA, est en train de travailler, ça fait froid dans le dos, mais sur une intelligence artificielle pour rendre l'homme immortel. Voilà, juste ça. Voilà, je pose ça comme ça, et puis c'est à vous de réfléchir derrière. Est-ce qu'un jour Google rendra l'homme immortel? En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les IA, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a ce risque de biais algorithmique. Quand on crée un algorithme, on met des big data. Si les big data sont bonnes, pas de souci, l'IA va être bonne. Si par contre, dès le début, on met des données de santé qui sont complètement erronées, qui sont fausses, qui ont un gap par rapport à la réalité, eh ben, on va faire une intelligence artificielle, on va créer un algorithme qui va être biaisé. L'exemple concret, alors c'est pas du tout en médecine, mais c'est une IA qui avait été créée par Microsoft. Cette IA, elle s'appelait Tay, et Tay, l'idée c'était qu'elle puisse discuter, juste discuter comme ça sur les réseaux sociaux avec les internautes. Et en fait, elle se nourrissait des réponses, des questions et des réponses des internautes, et du coup, ça améliorait de jour en jour son algorithme. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des hackers qui se sont amusés à discuter avec Tay et qui lui ont donné des informations antisémites, nazies, etc. Et du coup, comme cette IA, elle se perfectionnait avec les données des internautes, et ben, en l'espace de 24-48 heures, elle est devenue complètement raciste, misogyne, etc. Donc Microsoft a été obligé au bout de 48 heures d'arrêter son IA. C'est ce qu'on appelle les biais algorithmiques, c'est que dès le départ, il faut des bonnes données. Et donc, dernière partie, quel avenir? Alors, l'avenir, moi, je ne le connais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, ça mérite que je vous présente cet homme qui s'appelle Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee, c'est un des plus grands scientifiques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et il a fait un super livre, alors qui a été traduit en français, qui s'appelle IA Superpuissance. Et en fait, lui, il voit l'avenir des métiers, alors, mais aussi les métiers de la santé, à travers ce graphique. En abscisse, il a mis le degré de créativité. En ordonnée, il a mis le degré de compassion. Et lui, il pense que si vous êtes en bas à gauche, que vous êtes dans un métier qui a peu de créativité et peu de compassion, vous allez vite être remplacé par la machine. Donc dedans, il met par exemple, vous voyez, le conducteur de camion. C'est vrai qu'actuellement, on voit, il y a le développement de camions qui roulent seuls sans chauffeur. Par contre, si vous avez un métier où il y a beaucoup de compassion et beaucoup de créativité, ça, par contre, les intelligences artificielles faibles qui existent, elles ne pourront pas remplacer l'homme. Donc, ça peut être le cas des assistantes sociales. Il a mis actuellement aussi les psychiatres. Enfin, ouais, vous voyez, tous ces métiers où il y a de la compassion. Et en fait, ça tombe bien parce que la médecine, c'est quoi? C'est surtout de la compassion, c'est aussi de la créativité. Alors, bien qu'on utilise certains algorithmes qui peuvent être utilisés par des intelligences artificielles, on a surtout un métier qui est très créatif et qui est quand même beaucoup de compassion. Donc, pour Kai-Fu Lee, lui, l'avenir du médecin, ça va être d'accroître ce côté humain et de nous faire aider par l'intelligence artificielle pour faire notre métier de diagnosticien ou de mettre en place des thérapeutiques. Voilà, trois scénarios possibles. Soit il y a le scénario disruptif où l'intelligence artificielle, elle va devenir forte. Et là, dans ce cas-là, une intelligence artificielle forte, elle sera capable de compassion, de conscience, de créativité. Et comme le prédisent certains experts en intelligence artificielle, le médecin va devenir en fait l'infirmière de l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est un scénario qui est peu probable. Après, il y a le scénario qui, pour moi, est le plus possible, c'est une croissance constante de l'intelligence artificielle. Et en fait, l'IA va devenir la prothèse cérébrale du médecin. Et en fait, on va avoir un médecin augmenté. C'est-à-dire qu'actuellement, on est tous médecins polyvalents, médecins internistes. On est bon partout, mais on est excellent nulle part. Parce que notre cerveau, il n'est pas capable d'enregistrer toute la médecine. Et en fait, l'IA, elle va être là pour nous aider à faire des diagnostics. Peut-être que c'est elle qui fera le diagnostic. Nous, derrière, on pourra l'analyser, voir s'il est bon ou pas. Ou alors, au contraire, c'est nous qui ferons le diagnostic et l'IA, derrière, nous dira ah, attends, je pense que tu t'es trompé, est-ce que tu as pensé à ça? Enfin, voilà, il va y avoir une complémentarité. En fait, ça, c'est génial pour le patient. C'est une excellente nouvelle parce que les médecins vont être de plus en plus bons.
Voilà. Et la dernière hypothèse, le dernier scénario, c'est la décroissance. Tout le monde va en avoir marre de ces intelligences artificielles. Il va y avoir une chute en bourse des GAFAMI. On va plus générer de big data. On va jeter nos ordinateurs et on va arrêter de les utiliser et revenir à la médecine d'antan. Voilà. Donc ça, c'est les 3 scénarios possibles. À mon avis, le deuxième, c'est vraiment une excellente nouvelle, c'est qu'on va être complémentaire de l'intelligence artificielle et ça va nous aider. Voilà, et pour finir, donc, la conclusion, intelligence artificielle. Donc, je vous rappelle que ce sont des intelligences artificielles qui sont faibles. C'est la réunion donc, des big data, des neurones artificiels et de la puissance informatique. Et vraiment, elle est dépendante des big data. Qui doit traiter ces big data? À nous de nous former à l'intelligence artificielle, à nous de nous former à l'informatique pour que ce soit nous qui générions nos données de santé, qui les envoyions dans nos propres entrepôts de données et que nous fassions nous-mêmes nos algorithmes et que nous ne soyons pas dépendants des multinationales type GAFAMI ou BATX. Faisons de la médecine des 4P, préventive, personnalisée surtout, c'est-à-dire qu'avec personnalisé, on pourra, chaque patient, prendre plus de données de santé. Pourquoi pas prendre des données de génétique individuelle pour pouvoir proposer des thérapies de plus en plus ciblées. Et en tout cas, il y a l'importance de l'aspect humain, car ça, actuellement, même si les IA sont de plus en plus intelligentes en médecine, jamais elles ne recopieront cet aspect humain qui est propre à l'homme. Voilà, j'ai peut-être un peu dépassé sur le temps, mais je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à toutes vos questions. Et merci beaucoup Clément d'avoir fait le. Alors oui, la dernière diapo, les lectures intéressantes. Et vraiment, si ça vous intéresse, il faut soit lire du Laurent Alexandre, parce que bon, il a un franc-parler, mais il est très descriptif et c'est très intéressant ce qu'il dit. Sinon, il y a le livre de Kei Fu Lee qui est vraiment incroyable. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. C'était complet, c'était hyper intéressant. En tout cas, j'ai trouvé ça pour ma part très intéressant. Je reste typiquement dans ton titre entre espoir et crainte après ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, moi, je résiste pas, même si tu n'as pas de boule de cristal, à te demander comment tu vois la visite d'un médecin de salle dans 10 ans, allez, 15 ans, je ne sais pas à quel rythme vont les progrès scientifiques en termes d'IA, mais comment vois-tu la visite d'un médecin de salle dans 10 à 15 ans? Mais je pense que dans 10-15 ans, déjà, on utilisera peut-être un peu plus les appareils mobiles, les smartphones ou les tablettes. Et dedans, on sera assisté par des intelligences artificielles. Alors déjà sur le diagnostic, si on a un doute, également dans nos prescriptions, on le fait déjà quand on clique généralement sur nos logiciels de prescription. Vous savez, il y a toujours une espèce de petite fenêtre qui se met et qui dit il y a des interactions médicamenteuses. Alors ça, c'est déjà un premier niveau d'intelligence artificielle, mais il n'est pas complet. Une vraie intelligence artificielle, elle va aller chercher les dernières données de la littérature et elle va être capable de nous dire, docteur Galland, il y a une interaction entre 2 médicaments, mais comme votre patient, il a telle maladie, et selon les dernières recommandations et selon toutes les données biométriques du patient, je remplacerai peut-être cet antibiotique-là par un autre ou telle chimiothérapie par une autre. Et surtout, d'ici 10-15 ans, je vois vraiment l'explosion de la génétique. Comme maintenant, on peut. Alors, c'est vrai que là, si on parle vraiment aujourd'hui, quand on demande de la génétique, certains endroits, ça met encore 6 mois à revenir. Mais la NGS, il va y avoir un investissement de masse. C'est une volonté des hommes politiques aussi d'avoir investi dans ces IA et dans ces séquenceurs NGS. Donc d'ici 10-15 ans, moi je vois vraiment la génétique comme un examen qui sera devenu un peu plus routinier et là, on a vraiment besoin de l'intelligence artificielle et je vois vraiment nos données de génétique qui seront dans notre dossier médical informatisé. Ça promet beaucoup de changements et il va falloir former les étudiants différemment, j'imagine, pour les aider à appréhender ces nouveaux. C'est pour ça mon autre théorie, c'est de former les étudiants à l'IA dès la faculté de médecine. Ouais. Voilà. Écoutez, bon après-midi à tous. On se retrouve le 25 novembre. Les thématiques traiteront de la maladie de Horton
et du syndrome neurologique paranéoplasique. Bon mois d'octobre à tous et puis n'hésitez pas à aller télécharger les vidéos, regarder les vidéos et télécharger les PDF. Bon Merci après-midi, beaucoup. à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.